Bonjour à tous, c'est Pierre, et je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps. Il faut dire que ces derniers temps j'ai été quelque peu occupé, sans compter le fait que je vis dans un endroit qui n'est pas tout à fait propice à la production de vidéos dans le calme, donc ça peut être parfois un petit peu compliqué. Je vous sors aujourd'hui en tout cas une vidéo sur le général Jules Brunet, qui aurait dû sortir il y a un moment, mais malheureusement, en raison de soucis techniques, j'ai perdu toute la vidéo que j'avais quasiment fini de monter. Aujourd'hui donc, nous allons évoquer un homme que la plupart d'entre vous connaissent. Le plus souvent d'ailleurs, sans le savoir. Le général Jules Brunet, qui a notamment inspiré le personnage du capitaine Nathan Algren dans un film que j'adore, malgré les libertés qu'il prend avec l'histoire, Le Dernier Samouraï. Je vois d'ailleurs souvent Jules Brunet qualifié de, je cite, « véritable dernier samouraï », une expression qui me gêne quelque peu et je vous expliquerai pourquoi. Jules Brunet est né le 2 janvier 1838 à Belfort, en France. Il entre dans l'armée à l'âge de 20 ans, se forme d'abord à Saint-Cyr, qu'il quitte pour rejoindre l'école polytechnique et devenir artilleur. Ses premiers grands faits d'armes ont lieu sous le Second Empire lors de la tristement célèbre expédition du Mexique. Ce sont ses états de service exemplaires, mais aussi sa réputation d'homme cultivé et d'artiste, Brunet est un très bon dessinateur, qui pousse le ministère de la Guerre à le sélectionner comme commandant en second d'une mission d'instruction au Japon en 1867. Le Japon est à l'époque sujet à de graves tensions politiques, entre le pouvoir séculaire du Taikun, le shogunat Tokugawa, d'une part, et le Mikado Mutsuhito, chef symbolique et religieux, futur empereur Meiji, d'autre part. La mission française, dirigée par le capitaine Jules Chanoine, a pour objectif de former et de moderniser les troupes du shogun Tokugawa. Le Japon est à l'époque encore construit sur une structure féodale, avec de grands seigneurs, les daimyo, qui manœuvrent en réalité derrière le shogun ou derrière l'empereur. Pour grossir vulgairement le trait, on a là une opposition entre le nord et le sud du Japon, plus particulièrement sur l'île de Honshu, l'île principale de l'archipel. Il faut ajouter à cela, derrière chacun des camps, les puissances occidentales. La Grande-Bretagne, la France, mais aussi l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et surtout les États-Unis. En 1869, un conflit ouvert éclate entre les deux camps, et le shogun Tokugawa est mis à la retraite forcée par les troupes impériales. C'est ce qu'on appelle la guerre de Boshin, ou guerre civile japonaise. La mission française est rappelée, mais Brunet refuse de quitter le pays. Il considère que son honneur et l'honneur de la France sont en jeu, et souhaite rester aux côtés de ses élèves japonais pour les aider à s'organiser et à combattre les troupes du Mikado. Les soutiens restants des Tokugawa se replient dans le nord de l'archipel, sur l'île d'Ezo, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Hokkaido, et y fondent la République d'Ezo, avec à sa tête un chef élu, le président de la République d'Ezo, l'amiral Enomoto Takeaki. Celui-ci deviendra plus tard le fondateur de la marine de guerre impériale japonaise. Brunet occupe une place ambiguë dans ce conflit. Dans les faits, il a déserté l'armée française, désobéissant directement aux ordres du ministre de la guerre lui-même. Officiellement, il est en congé sans solde, mais risque en réalité la cour martiale à son retour. Il joue un rôle d'abord d'instructeur, puis de conseiller militaire, avant finalement de prendre la tête de ce qui reste des troupes d'Ezo. Face à une armée impériale plus de 2 fois plus nombreuse, qui attaque l'île par la mer et par la terre, Brunet et ses hommes résistent vaillamment, mais la République est finalement vaincue à la bataille navale de Hakodate en 1869. Cette défaite est due notamment à la présence d'un navire acheté d'abord par le shogunat aux États-Unis, qui ont fini par le livrer aux troupes impériales, le CSS Stonewall, un cuirassé construit par les États confédérés d'Amérique pendant la guerre de sécession. Après la bataille, Brunet et les Français qui l'accompagnent sont récupérés de justesse par le navire français Couette-Logon qui les rapatrie. À son retour en France,
Le capitaine Brunet passe à 2 doigts de la cour martiale, mais il est finalement réhabilité. Il combat dans la guerre de 1870, où il est fait prisonnier, puis participe à la répression de la Commune aux côtés des Versaillais. S'ensuit une ascension de la hiérarchie militaire, entre autres via des missions diplomatiques en Autriche et en Italie, jusqu'à devenir général de division, et très brièvement chef de cabinet du ministre de la guerre, le général Jules Chanoine, son ancien chef de la mission au Japon. Le général Brunet prend sa retraite en 1899 et meurt à Fontenay-sous-Bois en 1911 à l'âge de 73 ans. Pour terminer, un petit point sur les représentations que l'on se fait de Jules Brunet, avec en tête évidemment le fameux film Le Dernier Samouraï. Je ne crois pas qu'on puisse qualifier Jules Brunet de Dernier Samouraï. C'est tout l'inverse. Là où dans le film, le capitaine Algren s'acculture pour adopter les traditions japonaises, et notamment l'art du Bushido, le code des samouraïs, on n'a jamais vu Brunet charger des mitrailleuses katana au clair. S'il apprend correctement le japonais, il fait enseigner le français aux officiers japonais qu'il instruit, notamment pour faciliter la transmission des ordres. Le clan Tokugawa combat à l'aide d'artillerie moderne, et les 2 camps de la guerre de Boshin se disputent d'ailleurs les armes les plus perfectionnées, comme le fameux CSS Stonewall, qui est l'objet d'un véritable conflit diplomatique entre les puissances occidentales, qui sont normalement censées rester neutres dans le conflit. Brunet n'est pas le dernier samouraï, il est premier et dernier commandant français de l'armée shogunale, et il est plus juste de qualifier ses élèves japonais de soldats à la française que de le considérer lui-même comme un samouraï. Il reste en tout cas, quoi qu'on pense moralement de ses actes, un témoin privilégié de l'époque, diffusant ses dessins dans la presse parisienne afin de donner à voir aux Français du 19e siècle la culture japonaise. C'est un homme droit, idéaliste, bien évidemment controversé, mais dont le parcours absolument exceptionnel mérite d'être connu. Comme toujours, on termine avec une petite citation du principal intéressé. Je cite : « Les princes amis de la France déclarent avoir besoin de mes conseils et ont promis qu'on m'obéirait. Risquant mon avenir comme fonctionnaire français, je me suis borné à m'assurer de modestes et honorables moyens d'existence de la part des Japonais, et, seul, je veux essayer d'être utile à nos amis en ce pays. » Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement, ou peut-être dans 1 an ou 2, pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager ce contenu pour faire connaître la chaîne et l'histoire du Second Empire.